Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Ce soir au programme, on va parler d'initiatives qui se veulent éphémères mais qui parfois se pérennisent malgré elles. Je veux bien sûr parler des Restos du Cœur qui ont commencé à se préparer à leur 35e hiver. Le responsable départemental de l'antenne savoyarde sera d'ailleurs notre invité ce soir. Puis nous partirons pour l'IUT de Chambéry au sein duquel la filière GACO Musique fête ses 20 ans ou comment allier avec brio, gestion administrative et oreille musicale. Enfin, coup de projecteur ce soir sur un sport atypique grâce à l'un de ses plus éminents représentants. Clément Rowe et son chien Voulk sont champions du monde de bike joring. Ils seront des nôtres sur ce plateau en fin d'émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence comme tous les soirs avec les titres de l'actu. Salut Seb. Salut Manu. Ce soir, comme d'hab, c'est toi qui es aux commandes cette semaine et forcément, en ce 5 décembre, on va parler grève. Grève nationale, ampleur locale effectivement, avec beaucoup de monde. Dans les rues du côté de Chambéry, ils étaient environ 5500, 7000 sur toute la Savoie. Et à Annecy, où étaient Fanette de Buisson et Bastien, ils étaient environ 5000. Donc on verra un reportage au cœur même du cortège. Et oui, on va continuer de se pencher sur le sport adapté. Oui, après un beau portrait, un portrait d'un pongiste. Hier, place ce soir à Marie Graftio, une nageuse au grand cœur, atteinte de trisomie 21, qui performe, qui a des grosses capacités et qui résulte avec des très bons résultats au niveau international. On a hâte de voir ça à 18h30 au JT. Merci beaucoup Seb. Je te laisse finir de te préparer. Le temps pour moi d'accueillir notre premier invité. Monsieur Jean-Michel Pénaud est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable départemental des Restos du Cœur de Savoie. Oui. Une sacrée casquette, anciennement responsable du centre de Saint-Julien-Mont-Denis, toujours pour les Restos du Cœur. Alors ça c'est en Maurienne, un peu plus proche de chez vous. Déjà, ça se passe bien le changement finalement d'intitulé? Oh, ça se passe, oui, pas trop mal. De toute façon, il y a une acceptation de prendre cette responsabilité. Et donc, bon, il faut regarder le côté positif. Il y a sûrement des côtés négatifs, mais ça se passe bien. Je suis donc à ce poste depuis septembre dernier. Et a priori pour un maximum de 5 ans. Et puis après, on fera d'autres choses. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Aujourd'hui, on parle de vous puisque, on le disait il y a quelques minutes, les Restos du Cœur s'apprêtent à entamer leur 35e hiver. 35 ans d'action toute l'année, sans discontinuité. Alors, on pense tout de suite forcément au repas, ce qui représente une grosse partie de votre activité, mais les Restos du Cœur, c'est bien au-delà de ça. Oui, c'est clair que les Restos du Cœur, on a démarré avec les repas. D'ailleurs, Coluche, dans son appel, il faisait surtout un appel sur les repas. Et aujourd'hui, ça reste quand même assez important, puisqu'il y a 133 millions de repas qui ont été distribués cette année en France, 700 et quelques mille en Savoie. Mais on fait d'autres choses, parce que en fait, les gens ont besoin de manger. C'est pour ça qu'ils viennent a priori chez nous. Mais pour qu'après, ils se réinsèrent, ils ont besoin d'autres choses. Donc, on peut les aider dans des accès aux droits, on peut les aider dans du préventif de santé, dans des vestiaires, dans des coiffures. Il y a également des formations aux Français. Il y a aussi des formations aux Français, et pas forcément d'ailleurs pour des étrangers, parce que des fois le français, même les gens qui ont été à l'école jeunes, ont un peu oublié. Et puis il y a des papiers à faire maintenant, il y a des accès à Internet, donc l'accès au français est indispensable pour avoir des droits. Et donc on contribue, on ne remplace pas les acteurs sociaux, mais on contribue un petit peu à aider les gens qui viennent nous voir en ce sens-là. C'est des demandes, justement, c'est des services qui sont très demandés. Aujourd'hui, je lisais 5322 personnes inscrites au Resto du Cœur comme bénéficiaires en Savoie. Ça fait beaucoup de monde à gérer. Ça reste les repas qui sont les plus, entre guillemets, demandés, ou il y a de plus en plus de monde sur ces services? En fait, de toute façon, c'est un peu lié. Plus il y a de monde, plus il y a de demandes sur l'ensemble des services, puisqu'on fait cette proposition-là. Mais ces services, c'est si les gens le veulent. Donc la réponse est oui pour le nombre de repas qui augmente et oui pour le nombre de services qui sont demandés. Alors après, les proportions, il y a des gens qui
qui sont plus sujets ou plus appelés à accepter ces aides que d'autres, hein. C'est un peu aussi, il y a toujours un petit peu de gêne pour certains de venir au resto. Donc après, nous, on est content de les aider, mais des fois, ils sont un petit peu gênés de demander d'autres choses. Donc c'est à nous de pouvoir ouvrir les portes. Et je pense que c'est ça un peu aussi l'intérêt des restos, c'est qu'ils ont une certaine confiance en venant chez nous. Il y a une certaine image qu'on a, hein, peut-être de moins en moins maintenant avec Coluche, parce que les gens commencent à plus le connaître. Ça fait quand même 35 ans, le pauvre, qu'il est décédé. Mais par contre, je pense qu'on a quand même toujours une image positive qui fait qu'on peut discuter avec les gens et leur proposer des choses qu'ils ont peut-être plus de difficulté à accepter de travailleurs sociaux, je dirais, plus standards, plus officiels. Alors, on le disait en préparant cette émission, c'est vrai que la Savoie est un département assez particulier, de petite taille, si on compte juste le tissu associatif des Restos du Cœur. Pourtant, il y a chaque année de plus en plus de personnes qui viennent vous voir et qui sont bénéficiaires. Et oui, parce que de fait, c'est vrai que la Savoie, puis la Haute-Savoie, on a un peu des réputations d'être département riche. Et puis, ma foi, on n'est peut-être pas les plus pauvres de l'ensemble de la France, mais il n'empêche qu'il y a dedans ces départements de nombreuses personnes qui ont des besoins et qui ont des besoins vitaux sur les repas. Et puis, comme on parlait tout à l'heure du français, c'est aussi un besoin vital pour réussir à s'adapter dans notre société et retrouver un boulot, une place, parce que de fait, beaucoup de ceux qui viennent nous voir se sentent quand même rejetés par la société française. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'amélioration quant à la quantité de denrées qui ont été données à l'association? On évoquait justement les changements de loi, notamment sur l'impôt sur la fortune, qui ont peut-être un petit peu changé la donne. Oui, alors, il y a les dons en argent et puis il y a les dons en produits. Donc les dons en argent, c'est vrai que ces dernières années, cette dernière année, il y a eu une modification de l'impôt de la fortune qui fait qu'il y a eu une baisse de dons financiers, mais pas qu'au resto, à l'ensemble des associations qui récupéraient des dons financiers de ça. Donc la suppression ou plutôt le changement de l'impôt sur la fortune a fait qu'il y a moins de gens qui étaient assujettis à ça, et du coup, des gens qui donnaient avant, comme ils sont plus assujettis à l'impôt, en fait, donnent moins ou plus du tout. Et après, il y a les dons en nature, les dons en produits. Donc il y a la loi anti-gaspillage qui existe, mais on n'est pas encore, je trouve, moi, dans une situation très gagnant-gagnant, pour parler moderne, avec les supermarchés ou disons avec les distributeurs, parce que on est quand même parfois un peu considéré comme la poubelle et le fait les produits arrivent en limite, et puis ils nous les redonnent en disant débrouillez-vous pour les distribuer. Donc ça, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais on le trouvera. Ils ont, eux, comme nous, intérêt à ce que ça se fasse. Et il y a aussi la collecte, donc, qui a lieu une fois par an. En mois de mars. Au mois de mars, oui, parce que la collecte a récemment, que certains ont dû voir passer, c'est la banque alimentaire. Donc c'est un peu le même genre d'activité, mais c'est pas nous. Vous travaillez les uns ensemble avec les autres ou... Disons que nous sommes deux associations différentes, mais là, les images que vous voyez, là, je ne sais pas si elles sont derrière vous sur la télé, mais elles sont d'un dépôt où il y a d'un côté la banque alimentaire et de l'autre côté les restos. C'est pas si éloigné du coup. Donc oui, on n'a aucune raison de se faire la guerre, hein, on n'est pas des concurrents. Que l'un ou l'autre aide, l'important c'est d'aider. Donc tout ça pour dire que notre collecte qui a lieu en mars, l'année dernière, au niveau savoyard et au niveau français, a été plutôt plus importante. Donc je pense que les gens ont plus confiance, je pense, en donnant des produits, une boîte, que de donner de l'argent. Et d'ailleurs, je signale, j'en profite pour dire que les restos ne font jamais de quête sur la voie publique. Donc je sais qu'aujourd'hui, dans certains coins de Savoie, il y a des gens qui actuellement font des quêtes avec des troncs ou avec des demandes d'argent. Ça ne peut pas être les restos du cœur. La seule chose que l'on fasse sur la voie publique, c'est la collecte de produits alimentaires. Donc ça, je pense que c'est important aussi à le dire, parce que je pense que des gens profitent un peu de la médiatisation du début de la campagne pour essayer de se faire un peu d'argent alors qu'ils n'y ont pas droit. Et donc, on est là pour ça et pour justement mettre en garde tous les téléspectateurs qui nous regardent. On l'a bien compris, si vous êtes accosté dans la rue, de toute façon, ce ne seront pas les Restos du Cœur. Si cette demande d'argent, oui, c'est clair. Voilà. Un petit dernier mot très rapidement. Aujourd'hui, on cherche quoi? Il manque des bénévoles, il manque des denrées, il manque de l'argent. Comment ça se passe? Je pense qu'il manque toujours des bénévoles.
parce que de toute façon, c'est important d'avoir des gens, ce qui peut permettre aux autres de se reposer un peu. Et puis, ça donne des forces vives, même si des fois, on se dit, tiens, on est un peu vieux pour y aller. Mais non, il faut venir. Et je pense que les bénévoles doivent venir nous aider encore plus. On en a un peu plus de 300 en Savoie, mais on peut monter sans problème. Donc, et en Haute-Savoie, je suppose qu'ils sont dans le même cas que nous. Ça doit être partout pareil. Merci pour tout, en tout cas, Monsieur Pénaud, d'avoir été notre invité. Bon courage pour cet hiver qui s'annonce, j'imagine, chargé. Oui, oui. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Je laisse repartir direction la régie. Le temps d'accueillir pour moi nos prochains invités. Mathieu Gatumel, directeur des études du département GACO à l'IUT de Savoie. Bonsoir. Accompagné de Enzo, étudiant justement en formation GACO. Messieurs, merci à tous les deux de prendre un petit moment d'être participation ce soir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, en quelques mots, le GACO, pour le commun des mortels, ça consiste en quoi? Le DUT GACO, c'est un DUT gestion administrative et commerciale. C'est un DUT qui va dispenser un enseignement général sur les problématiques de gestion, donc comme tout DUT à un niveau Bac+2. Et pendant ces 2 années-là, les étudiants vont traiter de problématiques autour de la comptabilité et ce qui va avec, autour du droit, autour du marketing, de la stratégie, de la communication également. Et parallèlement à tout ça, il y a un ensemble d'enseignements généraux avec des langues vivantes, de la bureautique, voilà. Donc c'est une filière assez générale, polyvalente, on peut le dire, oui. Et qui a quand même une spécificité, c'est son côté emploi du temps adapté pour permettre aux jeunes de pratiquer leur passion, la musique. Alors, GACO Musique, effectivement, c'est un aménagement du DUT GACO, parce que le DUT GACO est ouvert à l'ensemble des étudiants. Et le GACO Musique, c'est donc un aménagement, c'est-à-dire que les étudiants, principalement, sa grosse caractéristique, les étudiants vont faire leur DUT non pas en 2 ans, comme pour tout DUT, mais en 3 ans. Et finalement, donc chaque semaine, chaque année va être un petit peu allégée, de façon à permettre aux étudiants d'acquérir des compétences sur les problématiques de gestion, certes, mais également d'avoir en parallèle une poursuite de leur activité musicale avec un partenariat important sur Chambéry avec la Cité des Arts, le Conservatoire, la Pêche. Alors je me tourne vers toi Enzo, comment tu t'es retrouvé dans cette filière justement? Ça a été un choix logique, réfléchi, ou il a fallu quand même se remuer les méninges pour trouver quelque chose qui correspondait à tes attentes? Alors du coup, moi, mes attentes, c'était de pouvoir continuer mon parcours dans la musique et aussi mon parcours du coup, dans la gestion. Je voulais m'orienter. Tu joues d'un instrument, du coup? Je joue du piano, moi, du piano. Depuis 12 ans, du coup. Et c'est ma 2e année en conservatoire, étant donné que je suis en 2e année, j'ai commencé en même temps que GACO Musique. Et je me suis tourné vers GACO Musique tout simplement pour avoir cette double compétence, pouvoir continuer une passion et en même temps avoir un socle pour la musique. C'est comme assez particulier de faire des emplois du temps adaptés pour 2 choses qui, de but en blanc comme ça, n'ont pas forcément de rapport direct. J'imagine que pour tout le corps professoral, ça doit être aussi des efforts supplémentaires à gérer et à faire des programmes un petit peu plus longs ou qui n'ont pas forcément leur forme spécifique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les étudiants qui sont en GACO Musique vont être diplômés d'un DUT GACO, mais au même titre que les autres étudiants, dans la mesure où ils sont en cours avec les autres étudiants. Sauf que certains cours ils seront en lien avec des étudiants de première année, pour d'autres ce seront avec des étudiants de 2e année, donc ils sont mélangés au gré de leur formation, mais c'est exactement la même formation. Pour nous, enseignants, donc au final ce sont les mêmes étudiants, on les considère de la même façon, sauf qu'ils sont plus longtemps parmi nous, certains traînent encore un petit peu plus, ils ont envie de prendre leur temps, mais voilà, c'est la seule spécificité. On leur dispense quelques cours particuliers en lien avec leur volonté de poursuivre dans la musique. Il y a quelques aménagements. Il y a un cours par semestre en général qui leur est dédié. Mais sinon, c'est pour nous, c'est des étudiants comme les autres, mélangés en cours magistral avec les autres étudiants. Voilà, il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là. Enzo, ce sera pour toi en tout cas, dans la tête, ce serait quoi les débouchés dans un monde idéal? Alors pour moi, les débouchés, ça serait au niveau de la gestion, mais la gestion partie culturelle. J'aimerais être à la tête de ma propre entreprise et pourquoi pas créer une entreprise du coup dans le secteur de la culture. Donc c'est pour ça que cette formation, elle est parfaitement adaptée pour moi.
Alors justement, il y a énormément d'étudiants qui sont passés par cette formation, qui a fêté cette année ses 20 ans. 400 diplômés de ce DUT, aujourd'hui 70 étudiants toujours en formation. C'est des chiffres qui continuent de croître d'année en année. C'est une filière qui a la cote. C'est une filière qui a la cote dans la mesure où les étudiants sont à la recherche d'aménagement et sont à la recherche de pouvoir concilier les deux. C'est-à-dire, je me forme sur des enseignements généraux tout en poursuivant une passion ou alors un objectif professionnel. Mais je suis au niveau du bac, je ne sais pas exactement quelle orientation donner à ma carrière et je n'ai pas envie de me fermer des portes. Du coup, j'essaye de concilier les deux le plus possible. En revanche, en termes d'attractivité, c'est plus une problématique liée à ce qui se passe en amont, puisqu'il y a énormément de filières au sein des lycées qui ont fermé, filières qui initialement étaient pourvoyeuses pour nous d'étudiants. Donc, il y a un petit peu moins d'étudiants qui s'adressent à nous à l'heure actuelle. En revanche, on a la chance d'être une formation un peu unique parce que vraiment dédiée musique. Il y a par exemple un GACO art à Lyon, mais qui va être plus large, lui, avec de la danse à côté de la musique ou d'autres pratiques artistiques. Donc on peut drainer, tout ça pour dire que notre spécificité nous permet de drainer finalement des étudiants qui viennent de toute la France. Voilà, qui viennent de toute la France et on a chaque année des étudiants qui viennent de partout en France compte tenu de notre spécificité et compte tenu aussi du fait que après le DUT, on peut offrir aux étudiants un parcours conciliant encore musique et gestion. On a notamment une licence professionnelle sur la gestion des projets, des structures artistiques et culturelles, qui est aussi un débouché naturel pour les étudiants. Donc voilà, on commence à être identifié comme offrant un parcours complet de formation. Alors justement, cette formation, elle est totalement complète puisque au-delà de la partie vraiment formation et des créneaux pour permettre de pratiquer la musique, est-ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de moyens de répéter, d'enregistrer, vraiment un accompagnement sur le côté musical. En quoi ça a pu t'aider, toi, Enzo? Alors en fait, à l'IUT, on dispose d'un studio d'enregistrement. Donc on y a accès libre. C'est principalement utilisé par les GACO Musique puisque c'est nous, enfin, on y arrive le plus, quoi. Et du coup, on l'utilise pas mal justement pour se former, pour enregistrer, pour répéter, puisque le conservatoire, c'est quand même une grande structure, il y a souvent plus de salles ou des choses comme ça. Et le fait d'avoir une structure qui nous permette de réviser la musique à l'IUT, c'est quand même un gros plus. C'est pas difficile justement de passer vraiment de côté administratif au côté musique et de faire un pas dans chaque case Il faut être organisé, mais on s'organise un peu et ça le fait. Top. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Je vous regarde encore une petite minute parce que vous le savez peut-être, on passe à notre traditionnelle revue de presse. Et aujourd'hui, 5 décembre, la France est dans la rue, je vous apprends rien. Parmi les revendications, la réforme des retraites est sur toutes les lèvres. Et en parlant de retraite, j'ai beaucoup aimé un article de nos confrères de la Tribune républicaine qui s'est intéressé à Princesse. Princesse, c'est une ponette, tout simplement, qui a fêté ses 39 ans dernièrement. Pour rappel, un poney vit à peu près généralement jusqu'à 30 ans, exceptionnellement parfois 35. Alors cette Jeanne Calment en version équine passe donc outre toutes les statistiques. Vivant aujourd'hui sur les hauteurs d'Albertville, cette doyenne profite de sa retraite et ce depuis 2003. Bien loin de battre le pavé comme certains, elle préfère elle faire tout un foin si on lui change ses habitudes de vieille dame, n'hésitant pas à bouder plusieurs jours si on change sa place dans la ferme. Un caractère qui n'est peut-être pas si étranger à sa longévité. Alors, au-delà du petit coup de cœur de la petite blague, est-ce que concrètement ces manifestations, vous, elles vous ont touché dans votre quotidien ? Alors, sur Chambéry, pas particulièrement, même si on s'est quand même posé des questions, savoir si on pourrait être à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, par contre, Ponette, ça inspire deux réflexions. La première, c'est que ça peut être utile aujourd'hui, et puis ça permet de se souvenir que des canassons en cours, on en voit déjà un certain nombre. Donc, habitué, voilà, habitué à la tâche. On est habitué à les fréquenter. Une petite dernière news pour être totalement complet. À moins de 2 semaines du début des festivités, la station du Grand Mont-Bornand se tient donc prête pour accueillir les meilleurs biathlètes de la planète. Les
les gradins sont montés cette année avec une capacité supérieure, le pas de tir se fait lustrer. Bref, rien ne manque que, à part les stars et les spectateurs, il faut dire que cette année, pas moins de 60 000 personnes sont attendues pendant les 4 jours de compétition. Une fréquentation record qui a d'ailleurs convaincu l'organisation de se doter d'un autre écran géant, de sonoriser l'ensemble de la zone piste. Aujourd'hui, donc, il ne manque que quelques chapiteaux, le village de Tipeee réceptif. Bref, on est tous dans les starting blocks. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler et de faire un reportage dédié. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Je sens que les invités suivants veulent venir en plateau, donc on va leur laisser place. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir fait le déplacement et bon courage pour la suite. Et vous l'avez peut-être deviné, notre invité suivant donc est un petit peu spécial. Clément Rau est parmi nous accompagné de Voulk. Et salut. Et salut toi. Voulk qui veut s'asseoir aussi, c'est le canapé des invités, hein, donc concrètement il est invité au même titre. Clément, bonsoir. Vous êtes le champion du monde WSA de bike joring. Alors bike joring, en quelques mots, en quoi ça consiste? Alors c'est déjà bonsoir. Donc, Bonsoir. c'est un sport canin, donc on l'appelle aussi cani-VTT. Et donc c'est un sport où le chien il est attelé au VTT à l'aide d'un harnais, d'une ligne amortisseur pour protéger son dos et des à-coups, et aussi une barre de direction en cas de changement si le chien part d'un côté ou s'arrête brutalement pour éviter que la ligne elle se prenne dans la roue à l'avant. C'est pas mal, c'est nécessaire. J'imagine que c'est le cauchemar de tous les promeneurs de chiens qui n'ont jamais osé justement se mettre sur leur vélo de peur de faire l'accident. À la base, c'est une discipline qu'on avait plus l'habitude de voir l'hiver avec le ski joring, le canicart, etc. C'est une version un peu estivale, peut-être d'entraînement? Oui, alors après, il y en a qui font que ça, qui ne font pas de neige. Et du coup, non, c'est vraiment dans le but aussi de... Enfin, moi, à la base, j'ai fait ça pour défouler mon chien, avoir une activité, et puis pour vraiment créer un lien avec mon chien. Alors justement, le lien, il doit être totalement évident, il doit être très très fort. Vous vous entraînez toujours tous les deux ou il y a peut-être d'autres chiens qui rentrent dans l'équipe? Je m'entraîne toujours seul, mais après, j'ai aussi ma malinoise qui a 5 ans. Donc, non, je suis toujours tout seul. Oui. Ok. Alors, en quoi ça consiste vraiment, les épreuves? Ça veut dire, toi, tu es derrière, c'est sur le vélo, lui, il est devant, il fonce, il tire, et il y a un parcours particulier Alors, les épreuves, elles font entre 4 et 8 km en compétition. Après, il va y avoir des compétitions où ça va être tout plat. Souvent, c'est sur des sentiers dans les bois ou ça peut être à travers des champs. Donc après, il peut y avoir aussi du dénivelé plus ou moins important en fonction des courses. Alors là, on le disait justement, il y a les championnats du monde qui viennent de se dérouler. C'était mi-novembre, c'était en Angleterre. Oui. Compétition à laquelle vous êtes champion du monde, donc félicitations déjà, bravo à vous deux. Alors, j'ai pas tout compris dans le sens qu'il y avait un classement pour les chiens au scratch et un classement pour l'homme, entre guillemets, qui est derrière. C'est différent ou c'est par équipage? Non, du tout. Il y a un classement, donc c'est par catégorie. C'est par catégorie, donc il y a un classement en fonction de si on est en senior ou si on est en vétéran, en homme. Et pareil pour les femmes. Du coup, voilà. Alors aujourd'hui, c'est un milieu qui est quand même très petit. J'imagine que tous les compétiteurs, vous vous croisez assez régulièrement sur les disciplines. Est-ce que ça a vocation à terme d'avoir justement une médiatisation plus importante ou de venir un peu plus sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui pour avoir cette médiatisation en plus? C'est vrai qu'on aimerait bien que ça soit un peu plus médiatisé parce qu'on ne parle pas trop de... Pas trop de nous, donc ça commence petit à petit. Il se voit dans l'écran derrière. Ah, c'est ça. Du coup, voilà. Il n'aime pas se voir à l'image. Vous, c'est toi. Vous. Mon cœur prend le... Ça fait bizarre. On va repartir en régie. J'allais juste te déposer. Il n'y a pas de souci. Les aléas du direct, oui, c'est comme ça. Justement, on ne s'improvise pas, il n'y a pas de souci, on ne s'improvise pas bike jureur comme ça. Comment on tombe dedans? Alors, c'était vraiment par hasard. En fait, j'ai cherché une activité à faire avec ma malinoise et j'ai trouvé des vidéos sur Internet et je me suis dit, pourquoi pas nous?
Donc on s'est mis petit à petit, où elle a commencé, elle était vraiment à côté du vélo, et le déclic, ça a été vraiment lors de la première course, où elle a vraiment eu le déclic d'être à fond devant le vélo et de comprendre oui, qu'il fallait aller le plus vite possible. Justement, entre le côté balade, petite compétition et puis championnat du monde, sport de haut niveau, il y a quand même un sacré gap. Le virage s'est fait facilement dans la tête? Non, parce que enfin, au début, j'ai vraiment fait ça pour le loisir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font ça pour le loisir et qui font plus de kilomètres, mais qui vont beaucoup plus doucement. Et c'est vraiment aussi pour défouler son chien et toujours avoir une activité avec lui. Et la compétition, j'en ai toujours fait au foot depuis tout petit, donc j'avais toujours un peu ça en moi. Et ça se fait petit à petit. Après, on n'y va pas forcément à une compétition pour finir premier. Ou, voilà, le but, c'est vraiment que le chien il s'éclate et qu'on s'amuse ensemble. Et voilà. Et moi, mon moment où je préfère, c'est à la fin de la course ou de l'entraînement. C'est le chien qui vient vers moi et qui me fait la fête et qui est content vraiment d'avoir partagé ça ensemble. Ah, ça, c'est un beau message. Dernière petite question très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? 2020, débuter en traîneau. Donc, Ok. voilà, je vais faire ma première saison neige avec mon husky et ma malinoise. Donc j'ai hâte, c'est un rêve de gosse, donc c'est que du bonheur. Bien du courage en tout Ouais. cas. Merci beaucoup en tout cas Clément d'avoir été avec nous. Ben, merci. Je te garde encore une petite seconde parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. Tout de suite, on retrouvait le JT, c'est juste après la pub. On se retrouve juste après ce passage. À tout de suite.